Qui voudrait... Voilà, je vois beaucoup de bras qui se lèvent, alors on va essayer de faire... si vous aviez la gentillesse de donner des micros. Monsieur, je veux bien vous présenter à chaque fois. Gülgönen, architecte, professeur. Juste, j'aimerais bien clarifier un point délicat. Vous avez dit que la colline n'est pas sacrée. Évidemment, on ne parle pas des collines, on parle d'un lieu qui est sacré. Et le problème aussi, ce n'est pas une question de distance, de proximité par rapport à une colline, de construire dans les présences d'un lieu sacré, d'un objet sacré. Tous les problèmes sont là-bas. Aussi, par rapport à votre langage, on parle de cacher, de reculer, de enterrer, etc. Ce ne sont pas les notions conceptuelles d'une approche poétique. Ce sont plutôt les stratégies d'un architecte pour justifier le travail, qui sont évidemment très intéressants, mais quand même on aimerait bien voir un autre niveau d'un autre débat que, pas seulement pour les conséquences, ce qui passe avec le projet, mais aussi pour les théories d'architecture doit être un intérêt. Merci beaucoup. Moi, je voudrais répondre sur le sacré. Bien sûr, la colline est sacrée, la chapelle est sacrée, mais il ne faut pas oublier que l'homme est sacré aussi. Et le fait d'installer des personnes vivantes sur un lieu sacré, je ne vois pas en quoi ça peut le désacraliser. Au contraire, dans le sacré, il y a de la vie. Non, c'est pas de la théorie. D'accord. Et dans le sacré, il y a de la vie. Il ne faut pas l'oublier. Et nous, ce que nous voulons apporter, c'est la vie dans ce sacré. Et donc, au contraire, renouveler et amplifier le sacré de la colline et de la chapelle. Monsieur. Le micro va arriver jusqu'à vous. Georges Morios. Oui, j'aimerais juste savoir si la Fondation s'est opposée au projet au point de déposer un recours en tribunal administratif, oui ou non. Parce que ça, on ne comprend pas du tout à quoi sert cette polémique, puisque apparemment le permis a été donné, il est passé devant la commission des sites, monuments historiques, le projet continue, etc. Alors, où j'ai mal lu les articles là-dessus, ou alors moi qui ai signé la pétition envoyée par Michel Corajou en faveur de ce projet, je voudrais bien comprendre à quoi ça sert. Oui, un petit mot sur ce point. La jurisprudence interdit à la Fondation de déposer un recours contre le permis parce qu'elle n'est pas partie prenante de cet acte juridique de droit d'urbanisme qui est un permis de construire, tout simplement. Donc elle ne peut pas déposer de recours. Elle explore d'autres possibilités d'action juridique. Il y en a plusieurs. Évidemment, au risque de paraître bétonné, cher ami, je voudrais simplement dire que le conseil d'administration de la Fondation qui examine et qui a discuté de ces possibilités est aussi ouvert à l'hypothèse d'abandonner toute idée de poursuite ou de contestation à partir du moment où un accord rationnel est trouvé, accord vers lequel on semble se diriger. Mais il est évident qu'il n'était pas possible dans la pratique juridique française de contester le permis en tant que tel. Donc c'est à la commission supérieure que le débat aurait pu se mener autrement. Il ne s'est pas mené autrement pour différentes raisons. Je n'y étais pas, donc je ne peux pas en parler. Mais en l'occurrence, c'est pas cette voie qui était possible et les autres n'ont pas été épuisés. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres détracteurs de ce projet qui ont déposé un recours, oui ou non? Non, contre le permis de construire, à ma connaissance, non. Parce que, encore une fois, il faut être partie prenante localement. Si la Fondation aurait pu essayer d'inscrire quelqu'un sur les registres fiscaux de Ronchamp pour qu'un riverain proteste, elle ne l'a pas fait, c'était peut-être une bêtise. On n'est pas si bétonné que ça. C'est Gérard. Micro là. Puis un micro pour monsieur au fond après. Oui, mais j'ai une question très courte à poser. C'est comment est-ce qu'on peut à la fois faire l'apologie de l'immense spiritualité d'un lieu et penser qu'il faut qu'on le fasse passer de 11 sur 20 à 19 sur 20 en étant là, qu'il faut le corriger en même temps? Est-ce que cette attitude n'est pas une critique, un aveu d'échec
de cette spiritualité. Comment peut-on se réclamer du lieu, d'un lieu magique, et en même temps dire, il suffit qu'on soit là pour qu'il soit encore plus magique, encore plus spirituel. Je comprends pas. Je crois qu'il y a une confusion déjà entre le mot magique et spirituel. Alors là, j'ai du mal à répondre. Chez vous, non, mais chez moi, il y a vraiment la magie et la spiritualité, c'est deux choses entièrement antinomiques, alors je ne peux pas répondre. Oui, on a parlé de... vous entendez ? Oui. On a parlé de 8 siècles. Moi, je voudrais parler plutôt des 40 siècles qui vous regardent depuis cette colline. En effet, Le Corbusier, avec une certaine habileté, place un menhir en tête de la colline, un très grand menhir, et je pense qu'il avait des fortes présomptions, puisque c'est une colline de grès affleurant. Donc on a de fortes présomptions qu'il y ait eu là des installations humaines depuis très très longtemps. D'ailleurs, je travaille beaucoup sur les tracés urbains et je me suis aperçu que le Décumanus de Paris, qui passe à côté d'une autre montagne sacrée immédiatement à côté, qui est le mont Valérien, va aussi à l'embouchure de la Seine, va aussi quelque part plus loin à la pointe de l'Irlande et va plus loin de l'autre côté au point de partage des eaux des fleuves de l'Europe, quelque part au nord du lac de Neuchâtel, et encore un peu plus loin à Venise, et de là on va en Macédoine, ce qui expliquerait peut-être pourquoi à Nanterre, les archéologues ont trouvé des pièces macédoniennes à profusion, des petites pièces d'or. Je vous invite tout à fait à aller regarder ce genre de choses. Donc là, je pense qu'on a un site extrêmement particulier, sur lequel des pèlerinages, et je crois que quelque part, quand même, la Vierge Noire, on sait très bien que c'est un symbole même de cultes pré-chrétiens qui ont été ensuite réemployés et remis en place, parce qu'il y avait un pèlerinage qui avait une telle force que bien entendu, il a failli y placer une chapelle. J'étudie beaucoup les plateformes Saint-Martin. Par exemple, le Mont Blanc, ça m'intéressait beaucoup parce que, précisément, il y a une autre plateforme qui est celle du Mont Beuvray où les archéologues disent toujours, mais là, non, il y a des substructures néolithiques, c'est pas important. Saint-Martin y aller, c'est pas important, mais on voit le Mont Blanc. Donc, on est dans un de ces grands points au sud des Vosges, qui marque le territoire, qui marque le grand territoire, et la façon, cette géographie archaïque que les gens avant nous avaient. Pour aller encore plus loin, si on prolongeait l'axe, on longerait les côtes de la Turquie, on passerait juste au sud de Jérusalem à 30 km, et ça irait même jusqu'à la pointe de la Somalie, c'est-à-dire, oui, mais attendez, vous riez, mais le monde, là où se sont fait des choses comme les croisades, dont je pense que c'est une réitération de pérégrination beaucoup plus ancienne. Donc on voit qu'on est dans un endroit stratégique, ce qui fonde la sacralité du lieu. Alors, moi ce que je pense du projet tel qu'il se présente, c'est qu'on plante plus qu'il n'est nécessaire. Moi je me rappelle très bien de la rivalité du Bernin et de Borromini, où plus pire que ça, la rivalité du Bernin avec Michel-Ange dans le problème du baldaquin de Saint-Pierre de Rome. Et je pense que ce ne sont pas des erreurs à refaire, en fait. Je crois un peu que la porterie, Renzo Piano, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je pense qu'une porterie qui se met en rivalité mimétique avec Le Corbusier, on sait très bien les effets de perspective. J'ai l'habitude, moi je suis un architecte, je sais très bien quand on fait un premier plan, ça permet effectivement d'avoir le deuxième plan et de l'intégrer dans son propre système. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'un bâtiment si gros pour le faire. Je pense que ça peut se faire avec beaucoup plus d'habileté, beaucoup plus de discrétion. Moi je pense que l'habitat des Clarisses, il ferait mieux de dégager le plateau là-haut, parce que ça c'est fait quand même pour recevoir les 100 000 pèlerins. Moi j'y crois, moi, cette espèce de pèlerinage réitératif. Je crois même qu'il va prendre de l'ampleur. Je pense que le tourisme culturel va prendre de l'ampleur. Et je trouve que le projet, il n'est pas à la grandeur nécessaire. Il ne redonne pas à cette plateforme. Vous voyez là-haut, je regarde votre coupe, on a un grand plateau. Ça, c'était là où les gens se mettaient avant.
dans le temps. Vous voyez, c'est toute cette assiette du plateau. Moi, je pense qu'il ne faut pas construire là-dessus. Il faut aller juste un peu plus loin. Il faut savoir se reculer. Alors, je sais, il y a des problèmes fonciers, il y a tout un tas de bazar. Mais moi, ça ne me regarde pas d'une certaine façon. Je suis un citoyen et je dis ce que je pense, en fait. Je crois qu'il y a une sacralité de grande dimension. Il y a une sacralité qui est plutôt de ce type-là, qui appartient à tout le monde, qui appartient à toutes les religions et qui appartient à tous les gens qui aiment comprendre dans quel monde ils se trouvent. Donc là, l'homme, il s'y retrouve, ne craignez pas. Voilà, et il y a de la place pour tout le monde. Merci, merci monsieur. Alors il y a beaucoup de... Monsieur Salomon, ensuite... Ah, être capté.